Une route traverse la saison des pluies sans se rompre. Alors que l'argent des infrastructures se concentre souvent sur des solutions classiques, un tronçon pilote en pneus recyclés est décrit comme tenant dans la boue et la chaleur, tout en annonçant près de 40% de réduction des coûts de construction. Que signifie ce pari pour l'accès à l'école, au marché, au centre de santé? Et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il que son projet soit jugé sur une preuve visible plutôt que sur un discours? Si cela tient, le modèle s'élargit. Ce récit ne promet ni miracle ni solution magique, mais une lecture claire des enjeux réels derrière une initiative locale devenue test national. Il s'agit de comprendre ce que change ou non une route qui reste praticable quand les pluies isolent des villages entiers. Le bénéfice pour le spectateur est simple. Voir comment une décision concrète peut réduire l'incertitude quotidienne sans slogan. Le pari, porté par Ibrahim Traoré, engage plus qu'un chantier, car un échec renforcerait la dépendance aux aides extérieures, tandis qu'un succès obligerait à repenser les méthodes dominantes. Ici, l'enjeu n'est pas l'image, mais la capacité d'un pays à choisir sa trajectoire avec des conséquences économiques, sociales et politiques durables. La première révélation est factuelle. Une route test construite avec des pneus recyclés a traversé une saison des pluies complète sans devenir impraticable, alors que des pistes voisines se dégradaient. Le récit avance aussi un chiffre qui change la discussion. Près de 40% de réduction des coûts non, de construction par rapport aux méthodes classiques, un écart suffisant pour déplacer le débat du symbole vers l'évaluation concrète. Cette réponse ferme la question ouverte au départ. L'idée n'est plus seulement ingénieuse, elle devient vérifiable. Le contexte éclaire pourquoi cette preuve compte autant. Au Burkina Faso, dans de nombreuses zones rurales, les routes sont des pistes fragiles qui disparaissent dès que les pluies s'installent. L'accès aux écoles, aux hôpitaux et aux marchés devient alors irrégulier, transformant chaque déplacement en pari. Les infrastructures classiques existent, mais leur coût élevé et leur dépendance à des entreprises extérieures limitent leur déploiement. C'est dans cet espace contraint qu'Ibrahim Traoré apparaît non comme un technicien isolé, mais comme un catalyseur politique d'une option alternative. Le projet des pneus usagés porte deux paris imbriqués: réduire les dépenses publiques et affirmer une autonomie de décision. En misant sur une solution locale, le pouvoir accepte que la crédibilité repose sur un résultat visible plutôt que sur une promesse abstraite. Ce cadrage explique aussi le scepticisme persistant. Une preuve unique ne fait pas encore un modèle national, mais elle suffit à rouvrir une question longtemps fermée. Et si une trajectoire plus simple pouvait fonctionner ici et maintenant? Le récit quitte alors la tribune et suit un personnage guide de terrain, loin des déclarations nationales. Il s'agit d'un chef d'équipe local chargé de coordonner la collecte et la préparation des pneus. Son rôle est discret, presque administratif, mais décisif pour comprendre la mécanique réelle du projet. Il doit convaincre des habitants de participer, organiser des points de dépôt, puis synchroniser l'arrivée des pneus avec le chantier. La route n'est plus une idée, elle devient une chaîne d'action ordinaire. Deux micro-cas rendent l'impact lisible. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles explique que pendant la saison des pluies, rejoindre le marché relevait du risque. La nouvelle chaussée ne change pas la quantité récoltée, mais elle apporte une régularité. Elle peut planifier un trajet, transporter sa production et rentrer sans perdre une journée entière. Ce gain de prévisibilité pèse lourd dans une économie rurale. Un second témoignage vient d'un agent de santé. Avant, chaque averse menaçait les consultations et retardait les urgences. Après la mise en service de la section pilote, le trajet reste possible quand les pistes voisines se dégradent. La valeur de la route n'est pas spectaculaire, elle est fonctionnelle. Tenir précisément au moment où tout lâche.
Ces effets précoces expliquent pourquoi l'initiative défendue par Ibrahim Traoré gagne une crédibilité sociale avant même de convaincre les experts. La route n'est pas encore un modèle national, mais elle commence à produire des conséquences mesurables dans la vie quotidienne, là où les promesses abstraites échouent souvent. L'activation commence par un geste simple, presque banal: transformer un déchet encombrant en matériau utile. Des pneus usagés, jusque-là promis à la décharge ou au brûlage, deviennent l'objet d'une collecte organisée. Des points de dépôt sont installés. Des équipes locales sont mobilisées. On apprend à trier, nettoyer, préparer. La logistique compte autant que l'idée, car sans flux régulier de pneus, aucun chantier ne peut tenir. Cette phase, peu visible, conditionne tout le reste. Très vite, le projet sort de l'atelier pour entrer dans l'espace public. Les premiers mètres de route posés attirent l'attention parce qu'ils rompent avec les habitudes. Là où les méthodes classiques exigeant des engins lourds et des prestataires extérieurs, le chantier avance avec des ressources disponibles sur place. Les habitants participent, le rythme est différent. La route devient un acte collectif plus qu'un ruban d'ingénierie. À ce stade, l'initiative reste fragile, mais elle est lisible. Le climax arrive avec la météo. La saison des pluies s'installe comme un test brutal, sans indulgence. Les pistes traditionnelles, selon le récit, se fissurent, s'ouvrent, deviennent impraticables en quelques jours. La section construite avec des pneus recyclés, elle, traverse les intempéries sans dommages majeurs. Ce passage marque un basculement narratif. L'hypothèse cesse d'être théorique. Elle devient un résultat visible, partagé, commenté. Le projet n'est plus seulement audacieux, il est observé. À partir de là, les chiffres entrent en scène et structurent le débat. Le récit avance une réduction proche de 40% des coûts de construction par rapport aux méthodes classiques. Cette donnée change l'échelle de discussion. Si l'infrastructure coûte moins cher, elle libère des marges budgétaires ailleurs. S'ajoute une baisse annoncée d'environ 30% des coûts d'entretien, argument crucial dans un pays où la maintenance absorbe souvent plus que la construction elle-même. Enfin, un indicateur environnemental frappe les esprits: près de 10 000 pneus recyclés par kilomètre de route. Mais chaque avancée déclenche des répliques. Les entreprises de construction traditionnelles, dont les positions sont menacées, intensifient les critiques. Elles invoquent la durabilité à long terme, la sécurité publique, la conformité aux standards internationaux. Des experts expriment leur scepticisme. Le projet quitte le terrain local pour s'entrer dans des arènes plus lointaines, où les normes et les intérêts pèsent lourd. La discussion se durcit. Face à ces attaques, Ibrahim Traoré ne répond pas par la surenchère verbale. Il s'appuie sur la répétition des faits. Il rappelle que l'usage visé concerne surtout des déplacements ruraux, moins intensifs. Il insiste sur la résistance aux pluies et à la chaleur observée sur le pilote. Il met en avant l'autosuffisance, compétences locales, emplois créés, dépendance réduite. La stratégie est claire: accumuler des preuves plutôt que promettre une révolution immédiate. Cette séquence résume la tension centrale. Une initiative locale a franchi le seuil du possible et s'expose désormais à un jugement élargi. Le chantier est devenu un test national où chaque succès nourrit l'espoir et chaque faiblesse potentielle pourrait tout fragiliser. Le débat quitte ici le registre narratif pour s'ancrer dans des mesures comparables. Le premier point de référence concerne le coût de construction des routes rurales classiques. Dans le récit, ces infrastructures absorbent des budgets élevés en raison des matériaux importés, de la dépendance à des entreprises spécialisées et d'une maintenance lourde. Le pilote en pneus recyclés est présenté comme une rupture mesurable. Le coût global de construction serait inférieur d'environ 40% par rapport aux méthodes dominantes. Ce delta ne relève pas d'un détail technique, il redessine l'arbitrage budgétaire. Cette réduction s'explique par une chaîne simple:
Les pneus sont disponibles localement. Leur transformation demande plus de main-d'œuvre que de capital lourd. Les coûts logistiques diminuent. Chaque élément, pris isolément, est modeste, mais leur combinaison produit un écart suffisant pour changer la décision publique. Dans un pays où chaque kilomètre compte, économiser presque la moitié du budget sur une route rurale modifie la capacité d'action de l'État. Le deuxième indicateur concerne l'entretien. Les routes traditionnelles, dans des zones soumises à des pluies intenses, se dégradent rapidement et exigent des réparations fréquentes. Le récit avance une baisse d'environ 30% des coûts d'entretien pour les sections construites avec des pneus recyclés. Ce chiffre est décisif car il touche au point faible chronique des politiques d'infrastructure: maintenir dans le temps ce qui a été construit. Une route moins coûteuse à entretenir libère des ressources sur plusieurs années, pas seulement lors du chantier initial. Le troisième repère est environnemental et logistique. Environ 10 000 pneus recyclés seraient nécessaires par kilomètre de route. Cette donnée permet de visualiser l'ampleur du dispositif. Elle transforme un déchet diffus en ressource structurée. Chaque kilomètre construit correspond à une quantité mesurable de déchets détournés de la décharge ou du brûlage. Le projet lie ainsi infrastructure et gestion des déchets dans une même équation, sans ajouter de complexité technique excessive. Ces chiffres ne fonctionnent pas seuls. Leur crédibilité repose sur leur cohérence entre eux. Une réduction des coûts de construction sans baisse des coûts d'entretien serait fragile. Un bénéfice environnemental sans impact économique serait marginal. Ici, le récit articule les trois dimensions pour rendre l'option difficile à écarter d'un revers de main. Les nombres deviennent des outils de décision, pas des slogans. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette logique pour déplacer la discussion. Plutôt que de défendre une innovation abstraite, il met en avant une série de comparaisons simples. Avant, une route coûte plus cher et se dégrade vite. Après, elle coûte moins et tient mieux dans des conditions précises. Cette mise en regard répond à la question ouverte comme évoquée plus tôt dans le récit. Le projet ne promet pas une supériorité universelle, mais une efficacité ciblée, adaptée aux usages ruraux. La limite est clairement posée. Trois indicateurs ne suffisent pas à garantir un déploiement massif. Ils servent de base, pas de verdict final. Mais en franchissant ce seuil quantifié, l'initiative change de statut. Elle passe du récit inspirant à l'option sérieusement examinée. Et c'est précisément à ce moment que le débat devient plus exigeant, car il ne porte plus sur l'idée, mais sur sa capacité à se répéter sans se dégrader. Les, les critiques les plus structurées du projet se regroupent autour de deux arguments principaux. Le premier concerne la durabilité à long terme. Selon des entreprises de construction et certains experts, une route en pneus recyclés peut tenir lors d'un test initial, mais rien ne prouve qu'elle résistera sur plusieurs années, surtout si le trafic augmente ou si les conditions climatiques deviennent plus extrêmes. Dans cette lecture, l'innovation serait adaptée à des démonstrations ponctuelles, pas à une politique d'infrastructure stable. Le second argument porte sur la sécurité et les normes. Les opposants soulignent que les méthodes classiques sont encadrées par des standards internationaux éprouvés. Une solution alternative, encore peu documentée à grande échelle, poserait des risques juridiques et techniques. En cas d'accident ou de dégradation imprévue, la responsabilité de l'État serait engagée. Ce point pèse lourd dans des contextes où l'accès aux assurances et aux certifications conditionne les financements. Ces objections ne sont pas marginales. Elles reflètent une prudence rationnelle face à toute rupture de méthode. Mais le récit propose une réponse qui ne cherche pas à les invalider frontalement. Il les recontextualise. D'abord, l'usage visé est clairement limité. Les routes concernées sont majoritairement rurales, avec un trafic moins intensif que les axes nationaux.
Comparer leurs fonctions à celles d'autoroutes internationales revient à déplacer le débat hors de son cadre réel. Ensuite, la question de la durabilité est traitée par accumulation de preuves plutôt que par projection. La route test a traversé une saison des pluies complète, moment critique pour ce type d'infrastructure. Ce résultat ne garantit pas tout, mais il invalide l'idée d'une fragilité immédiate. La logique défendue par Ibrahim Traoré est progressive. Tester, observer, corriger, puis seulement étendre. Dans ce schéma, l'absence de certification initiale n'est pas un refus des normes, mais un décalage temporel. Enfin, sur le plan économique et social, les critiques techniques ne répondent pas entièrement à l'alternative posée. Maintenir les méthodes dominantes implique de conserver des coûts élevés, une dépendance aux prestataires extérieurs et une couverture limitée des zones rurales. Le projet des pneus recyclés n'est pas présenté comme universel, mais comme une option ciblée là où les standards existants produisent des résultats insuffisants. Le N, prenant le point de vue le plus solide des critiques, révèle ainsi un point central. Le débat ne porte pas sur la perfection d'une méthode, mais sur le choix entre une solution imparfaite mais opérationnelle et une solution théoriquement solide mais peu accessible. C'est dans cet écart que se joue la décision publique. Jusqu'ici, l'initiative pouvait encore être lue comme une expérience locale, intéressante mais circonscrite. À ce point précis, le récit bascule parce que la question n'est plus de savoir si la route tient, mais ce que sa répétition implique. Une section qui traverse la saison des pluies est un signal. Plusieurs sections qui tiennent ouvrent une perspective différente, celle d'une méthode reproductible, à condition que chaque maillon reste cohérent. Ce à mi-parcours du récit ne repose pas sur une annonce spectaculaire, mais sur un déplacement de focale. L'attention quitte l'objet technique pour se poser sur l'organisation. Collecte des pneus, formation des équipes, coordination des chantiers, entretien régulier. La route devient un système, pas un couple isolé. C'est ici que le projet gagne ou se perd. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'homme d'une idée que comme celui d'un rythme. Il ne promet pas une transformation instantanée. Il accepte une progression par paliers, où chaque succès local sert de justification au suivant. Cette logique ralentit la critique immédiate, mais elle exige une constance politique. La révélation centrale est là. La véritable épreuve n'est plus la résistance d'un tronçon, mais la capacité à maintenir une chaîne collective dans le temps. Si cette chaîne tient, l'initiative change de nature. Si elle se rompt, tout tombe. Les effets du projet se lisent différemment selon les groupes concernés, et c'est cette pluralité qui en révèle la portée réelle. D'abord, pour les nations et régions en développement confrontées à une dépendance structurelle aux entreprises étrangères, l'initiative ouvre une alternative crédible. Une route moins coûteuse et fondée sur des ressources locales réduit l'exposition au cycle d'endettement et aux conditions imposées. Si le modèle tient, il devient un précédent. Montrer qu'une infrastructure fonctionnelle peut être conçue hors des schémas dominants. Pour le développement national du Burkina Faso, l'impact est à la fois économique et politique. Une réduction d'environ 40% des coûts de construction permet d'envisager une couverture plus large des zones rurales, là où les arbitrages budgétaires étaient jusqu'ici défavorables. La baisse annoncée des coûts d'entretien renforce cet effet dans le temps, mais l'enjeu dépasse les chiffres. En impliquant les habitants dans la collecte et la mise en œuvre, le projet transforme des bénéficiaires passifs en acteurs. Cette dynamique nourrit une fierté collective et renforce la légitimité de l'action publique portée par Ibrahim Traoré. Pour les nations développées, la lecture est plus indirecte mais non négligeable. Le recyclage de pneus usagés à hauteur d'environ 10 000 unités par kilomètre interpelle des pays confrontés à la gestion de déchets complexes.
Sans transposer mécaniquement la méthode, l'idée qu'un déchet industriel puisse devenir un matériau d'infrastructure invite à repenser certaines chaînes de valeur. Le projet sert alors de laboratoire périphérique, observé avec prudence mes intérêts. Et, pour les observateurs et visiteurs attentifs, l'enjeu est symbolique. La réussite ou l'échec de cette initiative influence la manière dont l'innovation africaine est perçue à l'échelle internationale. Une méthode locale qui fonctionne malgré le scepticisme remet en cause une hiérarchie implicite des savoirs techniques. À l'inverse, une défaillance visible serait rapidement utilisée pour disqualifier des approches similaires ailleurs. Ces conséquences ne sont pas abstraites, elles se traduisent en temps gagné, en trajets rendus possibles, en budget réalloué. Une route praticable pendant la saison des pluies signifie moins de journées perdues, plus de continuité économique, plus de confiance. C'est ce passage du principe à l'usage qui ferme la question ouverte au à mi-parcours du récit. Le projet ne se juge plus sur son audace, mais sur ce qu'il permet réellement, pour qui et à quelles conditions. À horizon de 6 à 12 mois, l'initiative peut suivre trois trajectoires distinctes sans qu'il soit nécessaire d'en prédire la probabilité. Le scénario de base prolonge la logique actuelle. Les autorités consolident les projets pilotes et détendent progressivement la méthode aux zones rurales où l'enjeu principal reste la praticabilité pendant la saison des pluies. Le déploiement avance par grappes. Villages, axes secondaires, puis liaisons vers marchés, écoles et centres de santé. La discussion se déplace vers des règles de qualité, des routines d'entretien et une organisation stable de collecte et de transformation. Dans ce cadre, la crédibilité se construit par accumulation de preuves plutôt que par annonce. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. Les résultats visibles et les économies annoncées renforcent l'adhésion locale. Les centres de collecte et de recyclage se multiplient, les formations s'élargissent, l'emploi rural progresse. La baisse combinée des coûts de construction et d'entretien libère des marges budgétaires, permettant de réinvestir dans d'autres priorités, notamment l'éducation et la santé. L'attention internationale requalifie l'initiative en modèle de développement durable, observé et potentiellement adapté par d'autres pays confrontés à des contraintes similaires. La méthode gagne alors une légitimité qui dépasse le cadre national. Le scénario pessimiste met en lumière les fragilités. Les critiques s'intensifient. Les exigences de normes et de certification ralentissent l'expansion. Des difficultés logistiques apparaissent. Collecte insuffisante de pneus, coordination inégale des équipes, accès complexe à certaines zones. Une défaillance visible, même localisée, suffit à fragiliser la confiance. Le projet se fige à l'échelle de quelques régions et perd sa dynamique initiale, laissant la place à un retour aux méthodes dominantes. Quel que soit le scénario, une recommandation de méthode s'impose. Juger l'initiative sur une chaîne complète, pas sur un symbole isolé. Si la collecte, la transformation, la pose et l'entretien restent cohérents, la promesse tient. Si un maillon casse, l'ensemble s'affaiblit. Cette lecture conditionnelle évite deux pièges opposés: l'enthousiasme aveugle et le rejet prématuré. Au fond, la question n'est pas de savoir si la méthode est parfaite, mais si elle peut être répétée, corrigée et transmise. C'est cette capacité, plus que la performance d'un tronçon, qui déterminera la trajectoire réelle du projet dans les mois à venir. À ce stade, l'initiative cesse d'être une affaire de politique publique ou de choix techniques pour se traduire en gestes ordinaires. Quand une route reste praticable pendant la saison des pluies, la première conséquence est le temps. Moins d'heures perdues, moins de trajets annulés, moins d'incertitudes accumulées au fil des semaines. Ce gain, difficile à chiffrer précisément, structure pourtant la vie quotidienne dans les zones rurales. Pour une famille, cela signifie pouvoir planifier une consultation médicale,
sans parier sur la météo. Le trajet n'est plus une exception risquée, mais une action prévisible. Pour un élève, la régularité du chemin vers l'école compte autant que la qualité des cours. L'apprentissage dépend aussi de la continuité. Une route qui tient réduit les absences liées aux pluies et stabilise un rythme souvent fragile. Du côté des petits commerçants et des producteurs agricoles, l'effet est tout aussi concret. La possibilité de rejoindre le marché sans attendre que la piste sèche change la manière de vendre. La récolte ne se transforme plus en urgence logistique. La planification devient possible et avec elle, une réduction des pertes et du stress. La route n'augmente pas la production, mais elle diminue l'aléa, et cet équilibre pèse lourd dans une économie rurale. Un autre impact, moins visible, touche à la confiance. Lorsque les habitants participent à la collecte des pneus et à la mise en œuvre, ils comprennent la logique du projet. La route n'est pas perçue comme un objet imposé, mais comme un résultat partagé. Cette implication modifie le rapport au développement. On ne parle plus seulement d'attendre une solution extérieure, mais de maintenir ce qui a été construit ensemble. Pour le spectateur, deux repères simples émergent. D'abord, distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal, pas une fin. Ensuite, observer la chaîne complète plutôt que le résultat isolé. Ce sont ces critères, accessibles à tous, qui permettent d'évaluer l'initiative sans expertise technique. À ce stade, la discussion se recentre sur une question opérationnelle. Comment transformer un pilote convaincant en politique reproductible? Le récit esquisse une feuille de route en plusieurs étapes, sans ajouter de promesses spectaculaires. La première concerne l'amont. Il s'agit de structurer durablement la collecte des pneus usagés, avec des points de dépôt clairs, des circuits réguliers et une responsabilité locale identifiable. Sans ce flux continu, aucun déploiement n'est possible, quelle que soit la qualité technique de la route. La deuxième étape porte sur les compétences. Former des équipes locales aux méthodes spécifiques de préparation et de pause devient central. L'objectif n'est pas seulement d'exécuter, mais de transmettre. Une route qui se répète exige des savoir-faire stables, capables d'être corrigés et améliorés. Cette montée en compétences constitue aussi un indicateur mesurable. Nombre d'équipes formées, continuité des chantiers, capacité à intervenir sans appui extérieur immédiat. La troisième étape touche à la coordination publique. L'État doit définir où la méthode est pertinente et où elle ne l'est pas. Routes rurales, trafic modéré, zones fortement exposées aux pluies, le périmètre compte autant que la technique. Cette clarification limite les critiques infondées et réduit le risque d'échec par mauvais usage. Ibrahim Traoré insiste ici sur une logique de ciblage plutôt que de généralisation rapide. Vient ensuite la question de l'entretien. Une route alternative ne tient que si sa maintenance est intégrée dès le départ. Mesurer la fréquence des réparations, leur coût et leur efficacité devient un critère clé. Ce suivi, simple mais régulier, conditionne la crédibilité à moyen terme. Enfin, la dernière étape est celle de l'évaluation publique. Comparer avant et après, coût et usage, durée et continuité. Si ces indicateurs restent cohérents, l'initiative peut changer d'échelle. Sinon, elle doit être ajustée ou stoppée. Cette réponse ferme la question ouverte comme évoqué plus tôt dans le récit. La réussite ne dépend pas d'un symbole mais d'une chaîne maîtrisée. Le récit revient alors au terrain, là où tout a commencé, non pas pour amplifier le symbole mais pour en mesurer la portée humaine. La route observée au début n'est plus seulement une section qui tient sous la pluie. Elle devient un repère familier, intégré aux habitudes quotidiennes. Le chef d'équipe local, déjà croisé plus tôt, ne parle plus d'un projet pilote, mais d'un entretien régulier, de réparation anticipée, d'une organisation qui s'installe dans la durée. Ce glissement discret marque un seuil. La vendeuse agricole évoquée précédemment ne décrit plus un exploit ponctuel.
Elle parle d'une régularité retrouvée, d'une capacité à prévoir, à s'organiser, à éviter l'attente imposée par la météo. L'agent de santé, lui, insiste sur un point simple: arriver à temps quand cela compte. Ces retours ne transforment pas l'initiative en miracle, mais ils lui donnent une densité concrète. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré se redéfinit. Il n'apparaît plus comme l'homme d'une rupture spectaculaire, mais comme celui qui a accepté de lier sa crédibilité à des gestes ordinaires. Misère sur une solution locale, c'est accepter qu'elle soit jugée chaque jour sans discours de secours. La route devient un miroir politique. Elle tient ou elle cède. La phrase qui s'impose est sobre, presque banale, mais décisive. Une solution simple n'est crédible que si elle dure. C'est ce rappel, ancré dans le terrain, qui referme le cycle émotionnel du récit. Cette histoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à regarder autrement ce qui fait une réussite collective. Une route construite avec des pneus recyclés n'est ni un gadget, ni une promesse universelle. Elle est un cas précis, ancré dans un contexte donné, avec des conditions claires de succès et d'échec. La suivre permet de dépasser les jugements rapides, favorables ou hostiles, pour se concentrer sur les effets réels. Le parcours porté par Ibrahim Traoré pose ainsi une question plus large que le Burkina Faso. Comment évaluer une innovation quand elle ne correspond pas aux standards dominants, mais répond à un besoin concret? Faut-il attendre une solution parfaite ou accepter des méthodes imparfaites mais opérationnelles, capables d'être corrigées dans le temps? Cette tension traverse de nombreux débats sur le développement, bien au-delà des routes. Pour chacun, l'enjeu est aussi personnel. Observer cette initiative, c'est apprendre à distinguer un symbole médiatique d'un processus durable. C'est s'interroger sur la valeur de solutions locales, modestes en apparence, mais adaptées à leur environnement. La discussion ne demande pas d'adhésion immédiate, seulement de la nuance. Alors, au-delà de cette route précise, une question reste ouverte. Quels critères utilisez-vous pour juger qu'un projet mérite d'être étendu, soutenu ou remis en cause?